Proche-Orient, les visages de la guerre. Benyamin Netanyahou, l'homme au cœur de la tempête. Benyamin Netanyahou naît en 1949 dans une famille intellectuelle sioniste. Dès son plus jeune âge, il est imprégné par l'histoire du peuple juif et les luttes pour la survie d'Israël. Après des études aux États-Unis, il rejoint une unité d'élite de l'armée israélienne et participe à plusieurs opérations marquantes. Épisode 2, Benyamin Netanyahou, l'ascension politique et les premières défaites. Qu'est-ce qu'ils disent, ces accords d'Oslo, Charles Anderlin, et pourquoi Netanyahou s'y oppose-t-il ? Il s'agit d'accorder l'autonomie aux Palestiniens. D'abord la reconnaissance mutuelle. Israël reconnaît l'organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat comme représentant légitime du peuple palestinien. En échange, Yasser Arafat a envoyé une lettre à Yitzhak Rabin lui disant que le mouvement palestinien, son organisation, reconnaissait le droit d'Israël à l'existence et renonçait à toute forme de violence, renonçait au terrorisme et s'engageait à entamer des négociations sur l'avenir. L'idée de Yasser Arafat est d'arriver à un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza, avec Jérusalem-Est pour capitale de la Palestine. Et pour Yitzhak Rabin, il ne s'agit pas de démarrer par des négociations sur une Palestine indépendante, mais d'abord une autonomie. Yitzhak Rabin, le Premier ministre, pensait tout simplement qu'il fallait y aller progressivement. Et c'est là que commence, dès septembre 1993, après la signature de l'accord sur la pelouse de la Maison-Blanche par Rabin et Arafat en présence du président Clinton, immédiatement commence l'opposition à tout ce qui est avancé vers la paix. D'abord de la part du mouvement qui a vu le jour à Gaza, qui est le Hamas, l'islamisme fondé par un cheikh Ahmed Yassine, issu des frères musulmans les plus radicaux, qui lancent des attaques suicides en Israël, alors que, au plan politique, c'est Benjamin Netanyahou qui mène le combat contre le gouvernement, contre les accords d'Oslo. Benjamin Netanyahou est à la tête de manifestations gigantesques contre tout accord avec Yasser Arafat, des manifestations auxquelles on entend les slogans « Mort à Rabin, mort à Shimon Peres » qui était le ministre des Affaires étrangères. C'est une période extrêmement tendue dans l'histoire d'Israël. Cela dit, il faut rappeler que autant le Hamas rejette toute notion d'État juif en terre d'islam, les colons, le mouvement messianique israélien rejette toute idée d'une Palestine indépendante en terre d'Israël. Les deux fondamentalistes se font face à face, alors que Yasser Arafat, Yitzhak Rabin tentent d'avancer vers la paix, et ce sera long, difficile et sanglant. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin a été assassiné ce soir à Tel Aviv. Yitzhak Rabin s'apprêtait à quitter une importante manifestation de soutien au processus de paix lorsqu'il a été atteint de 3 balles tirées par une arme automatique. L'auteur des coups de feu a été aussitôt arrêté. Il s'agit d'un jeune Israélien de 23 ans qui appartiendrait à un groupe d'extrême droite. Nos reporters Charles Anderlin et Mossi Armon se trouvaient sur place au moment de cet assassinat. Ils ont été les seuls à pouvoir filmer cet événement dont les images ont été retransmises par la télé israélienne. On est par France 2 quelques minutes après l'attentat. L'assassin vient d'être maîtrisé. C'est l'homme à la chemise bleue plaqué contre le mur par les policiers. Il s'agit d'un Israélien de 27 ans, étudiant en droit dans une université religieuse. Jean Friedman, l'organisateur de la manifestation, est un des témoins de l'assassinat. Nous étions en train de raccompagner le Premier ministre à sa voiture et un type a surgi, a tiré 3 balles sur lui, il est blessé. Atteint à la poitrine et à l'abdomen, Yitzhak Rabin est décédé 1 heure plus tard sur la table d'opération. Israël est en état de choc. Spontanément, des Israéliens se sont rendus devant l'hôpital. Certains en criant leur colère contre la droite israélienne.
Ce meurtre s'est déroulé à l'issue de la plus grande manifestation pour la paix organisée à Tel Aviv depuis 1982. Yitzhak Rabin avait pris la parole, répétant que rien n'arrêtera le processus de paix. Il faut, disait-il, que cessent les guerres, pour nous, pour l'avenir, pour nos petits-enfants. Face à 100 000 manifestants, il avait même entonné la chanson de la paix. Ce sont les dernières images de lui. Après la manifestation, des milliers de jeunes ont dansé sur la place. Ils n'ont pas entendu les coups de feu. En 1995, Yitzhak Rabin est assassiné. Charles Anderlin, dans quel contexte ? Une grande manifestation pour la paix se déroule à Tel Aviv. Jusqu'à ce jour-là, de novembre 95, c'est la droite, l'extrême droite, les colons, le tout dirigé par Benjamin Netanyahou qui tenait le haut du pavé. La gauche s'est ressaisie, a organisé cette grande manifestation place des Rois d'Israël à Tel Aviv. À l'issue de ce rassemblement formidable, où il y avait Rabin, des représentants d'États arabes étaient là, Yigal Amir, c'est le grand deuil en Israël. Les obsèques de Rabin sur le mont Herzl se déroulent en présence de centaines de dirigeants venus du monde entier, rois, premiers ministres, présidents, représentants, une partie du monde arabe était sur le mont Herzl. Le président Clinton est arrivé avec une importante délégation américaine. C'est un deuil. Shimon Peres succède à Yitzhak Rabin et décide de la création d'une commission d'enquête sur les circonstances du meurtre. Par contre, il interdit au juge de la Cour suprême, qui préside cette commission d'enquête, de faire des investigations sur l'incitation au meurtre qui a précédé l'assassinat du Premier ministre. C'est-à-dire, est-ce que des rabbins sionistes religieux sont derrière l'assassin, derrière Yigal Amir, et surtout, quel est le rôle de Benjamin Netanyahou dans ces gigantesques manifestations au cours desquelles on hurlait « mort à Rabin ». Et Shimon Peres, d'après moi, sauve la carrière de Benjamin Netanyahou et interdit à la commission de ce juge, qui s'appelle le juge Shemgar, interdit d'examiner justement le rôle de Benjamin Netanyahou dans l'incitation à la violence, qui était quand même assez importante à ce moment-là. Les attentats suicides font basculer l'opinion publique. Il attaque constamment Shimon Peres. Il l'accuse de vouloir donner Jérusalem aux terroristes palestiniens. Il affirme que Shimon Peres n'a pas la force de diriger le pays. Shimon Peres lance une opération au sud Liban qui également se termine assez mal. Des obus tombent sur une position de l'ONU où des centaines de réfugiés se trouvaient. Il y a beaucoup de morts, des images épouvantables. Les Arabes israéliens décident, en signe de protestation, de ne pas aller voter. Résultat, le vote 1% d'avance pour Benjamin Netanyahou. Et pour lui, c'est littéralement presque un miracle d'être élu. Il ne s'y attendait pas. Le président français a envoyé un message de félicitations au nouveau Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, message dans lequel Jacques Chirac rappelle au passage que la paix est une ardente obligation. Dans le même temps, le chef de l'État a envoyé un autre message au perdant, le travailliste Shimon Peres, dans lequel il écrit « On ne peut que regretter que vous ne meniez pas à son terme le processus de paix ». Le chef de la droite, Benjamin Netanyahou, a en effet été proclamé officiellement Premier ministre avec 50,4% des suffrages, soit 29 000 voix d'écart avec son rival travailliste. Sur place, Isabelle Stess, Patrick Voix. C'est entouré par la foule que Benyamin Netanyahou s'est rendu ce soir devant le mur des lamentations. Sa première prière de Premier ministre, comme Menahem Begin en 1981. Un geste symbolique pour celui qui, tout au long de sa campagne, a promis à ses électeurs de renouer avec les valeurs juives. Un geste aussi à l'égard des partis religieux qui l'ont soutenu et qui vont entrer au gouvernement.
Devant le domicile de Benyamin Netanyahou, ses supporters l'attendent depuis ce matin. « Nous avons été humiliés pendant 4 ans, dit cet homme. Maintenant, c'est fini. » Benyamin Netanyahou arrive enfin, en famille, affichant le sourire et l'assurance tranquille des vainqueurs. On espère que finalement, en Israël, il y aura une ambiance vraiment juive. Je commence déjà à me sentir un peu plus en sécurité vu que c'est Benyamin Netanyahou qui est passé au pouvoir et que lui, il fera une vraie paix et sûre pour le peuple d'Israël avant tout. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Benyamin Netanyahou sera donc le premier chef de gouvernement élu en Israël. Le nouveau Premier ministre aura alors 45 jours pour former son gouvernement. On parle déjà du retour d'Ariel Sharon, ministre de la Défense pendant la guerre du Liban. Il représente aujourd'hui l'aile la plus dure du Likoud et déclarait ce matin qu'il n'y aurait pas de retrait de l'armée à Hébron. Mais après l'élection, Benjamin Netanyahou est obligé de rétropédaler. D'abord, le public israélien ne veut pas maintenant l'abandon total des accords d'Oslo, parce qu'il y a quand même un espoir de paix au bout. Il y a une pression américaine de Bill Clinton, et les États-Unis à ce moment-là, c'est extrêmement important pour Israël, autant du point de vue de l'aide militaire que de l'aide économique, que du soutien politique au Conseil de sécurité. Donc, sous la pression américaine, sous la pression de l'opinion publique, Benjamin Netanyahou est obligé de faire ce qu'il n'avait jamais imaginé qu'il devrait faire. Il est allé serrer la main de Yasser Arafat et il a entamé des négociations avec lui. Ce n'est pas allé très loin, si ce n'est que d'abord, dans la première période, Benjamin Netanyahou a accepté de réaliser, d'appliquer sur le terrain les derniers éléments des accords d'Oslo signés par l'année précédente par Yitzhak Rabin et Shimon Peres, à savoir le retrait d'une partie de la ville de Hébron. Hébron, pour les sionistes religieux, pour les Israéliens, pour les Juifs, c'est le caveau des patriarches. C'est là que se trouvent enterrés les patriarches de la Bible. Attention, le caveau des patriarches, c'est aussi, pour les musulmans, là où est enterré Ibrahim, le patriarche du monde de l'islam. Hébron, pour les colons, c'est fondamental. Et à partir du moment où Benjamin Netanyahou accepte de retirer l'armée israélienne d'une partie de Hébron, eh bien, ça y est, il perd le soutien de cette droite nationaliste et religieuse. J'ai interviewé Benjamin Netanyahou lorsqu'il a perdu le pouvoir. Une assez grande interview que nous avons diffusée dans des documentaires. Et il m'explique, je lui ai demandé, mais vous avez donné quand même une partie de Hébron aux Palestiniens. Il m'a dit oui, mais j'en ai discuté avec mon père. Donner quelques pourcents de Hébron en échange pour garder le reste de la Cisjordanie, on pouvait donner un bout de Hébron pour garder le reste de la Cisjordanie. C'était le point de vue de son père. C'est-à-dire constamment, il allait jusque-là. Maintenant, pour la droite israélienne et les colons, d'abord il faut savoir que pour le messianisme juif israélien, la terre d'Israël ne peut appartenir qu'aux Juifs. Les Palestiniens n'ont rien à y faire. C'est d'ailleurs aujourd'hui, au sein du gouvernement israélien, une partie de la coalition, une partie des ministres sont totalement dans cette vision, absolument opposée à toute forme d'accord avec l'autorité palestinienne ou les Palestiniens. En l'occurrence, oui, c'est l'idée de la droite nationaliste et des sionistes religieux en Israël. Il n'est pas question de donner des territoires aux Palestiniens sous une forme ou une autre. Il n'est même pas permis de leur donner des droits de citoyens.